Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je travaille comme médecin légiste. Je viens de trouver une clé USB à l'intérieur d'un corps. Je travaille dans un bureau de médecin légiste dans une grande métropole des États-Unis. Veuillez excuser mon imprécision, mais je tiens à mon emploi et à ma sécurité. C'est d'ailleurs pour ma sécurité que j'enregistre mon récit des événements. Je ne sais pas quoi faire ni qui pourrait venir me chercher. Et j'espère que le fait d'avoir des preuves, même si ce n'est que ma parole pour l'instant, m'aidera à rester en vie. Compte tenu de ce que je sais, c'est un espoir très mince. Hier, un corps a été amené au laboratoire, gravement brûlé. Il avait été retrouvé dans une tombe peu profonde, au milieu d'une forêt isolée. Il n'a été découvert que parce que le feu qui brûlait le corps s'était propagé à un arbre voisin, puis avait brûlé plusieurs hectares avant que les pompiers ne soient appelés. Il a fallu 2 jours entiers pour arrêter la propagation du feu, et ce n'est qu'en enquêtant sur la source qu'ils ont trouvé les restes déformés d'un homme, les jambes et les bras brisés et liés par du fil barbelé qui avait fondu dans sa chair après qu'il ait été incendié. L'identification du cadavre allait être très difficile. Toute idée de reconnaissance faciale ou d'empreinte digitale était hors de question. Et l'instrument contondant qui avait été utilisé pour briser ses membres avait également été utilisé sur ses dents. Néanmoins, son torse était partiellement intact. Et après avoir pris une première série de photos externes, j'ai aidé le médecin légiste principal à procéder à l'autopsie. Le feu et la chaleur modifient un corps de diverses façons, et en raison de toutes les variables, météo, vêtements, catalyseurs d'inflammation, forme et masse corporelle, auxquels s'ajoute la nature imprévisible du feu, on ne peut jamais être sûr de ce que l'on va trouver lors d'une autopsie après brûlure. Cela dit, il semblait tout de même étrange que les organes internes soient aussi intacts lorsque nous avons ouvert notre inconnu hier soir. Aussi terrible que cela puisse paraître, un être humain cuit comme n'importe quel autre animal au morceau de viande. À mesure que l'extérieur devient plus chaud, ce changement de température s'étend de plus en plus profondément vers le centre du corps, cuisant les organes et les muscles, la graine et les os, de l'extérieur vers l'intérieur, comme un bon steak. À quelques variations près, vous verrez ce schéma se reproduire sur toutes les parties du corps, même si les différents matériaux réagissent évidemment à la chaleur à des vitesses différentes. Pourtant, même en tenant compte de ces variations, ce corps avait brûlé de manière étrange. Les os, qui sont plus résistants que les tissus mous, auraient dû présenter des dommages aux extrémités, où il y avait moins de protection entre eux et le feu. Par exemple, au niveau des doigts et des orteils, ou même au niveau des poignets, des chevilles et du cou. Mais non, il n'y avait aucun signe réel de dommage aux os, sauf là où ils avaient été intentionnellement brisés. Et tandis que les muscles et les tissus adipeux avaient fondu dans les limites prévues, les organes internes étaient presque intacts. Alors que nous commencions à les exhumer et à les peser, j'ai demandé à mon patron s'il l'avait remarqué aussi, et il m'a répondu que oui. C'est un homme réservé qui ne fait pas beaucoup de suppositions, mais je voyais bien qu'il était aussi perplexe que moi. Je lui ai demandé s'il était possible que quelqu'un lui ait mis le feu, puis il est éteint avant que cela ne cause plus de dommages aux os et aux organes. Mais il a commencé à secouer lentement la tête avant même que j'aie fini de parler. Il m'a dit que si c'était le cas, nous verrions des signes de cela dans les tissus brûlés. Des motifs irréguliers, là où certaines parties du corps avaient été refroidies soudainement, ou des résidus fondants provenant de ce qui avait été utilisé pour éteindre le feu. De plus, a-t-il ajouté en me regardant dans les yeux, il avait entendu le garde forestier qui avait trouvé le corps dire qu'il brûlait encore lorsqu'il l'avait découvert. Je sentis ma bouche s'ouvrir légèrement. Comment était-ce possible ? Si c'était la source de l'incendie, il aurait dû être allumé plusieurs jours auparavant. Le feu avait besoin de combustible, et le corps aurait dû être consommé bien avant si le feu avait brûlé tout ce temps. Je voyais qu'il pensait la même chose que moi, mais avant que je puisse le dire, il commença à retirer ses gants. Il avait quelques coups de fil à passer avant que nous puissions continuer. Finir de répertorier les objets que nous avions déjà retirés, puis mettre le corps dans le congélateur pour le moment. Il m'enverrait un SMS dans 1 heure ou 2 lorsqu'il serait prêt à recommencer.
Tout cela me semblait étrange. Son comportement. Le fait qu'il parle d'appeler quelqu'un pour lui poser des questions sur le corps, tout. Mais il était déjà en train de quitter la salle d'examen et je devais encore peser les intestins parfaitement sains et non brûlés que nous venions de retirer. C'est en les transférant au bac d'extraction vers un sac hermétique que j'ai senti quelque chose de dur et d'irrégulier à l'intérieur. Mon premier réflexe a été de le mettre de côté jusqu'à ce que nous reprenions le travail. Mais en touchant à nouveau la bosse, j'ai changé d'avis. Sa forme n'était pas naturelle, dure et rectangulaire. J'ai suivi du doigt la longueur de l'intestin au-dessus et en dessous, jusqu'à ce que j'ai une bonne idée de ses dimensions et que je commence à me faire une idée de ce que cela pouvait être. Une clé USB. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. J'avais légèrement le temps de pratiquer une petite incision et d'extraire ce que c'était. Si c'était important, cela valait certainement mieux que de le laisser dans des entrailles en décomposition où il risquait d'être endommagé par quelques heures supplémentaires de purification. J'ai dégluti et j'ai attrapé un scalpel. 5 minutes plus tard, je tenais dans ma main une petite clé USB noire. Après son parcours interrompu à travers le corps, il n'y avait aucune chance de trouver des empreintes digitales ou d'autres traces exploitables. J'ai donc décidé de la nettoyer. Peu après, je me suis demandé si je devais la brancher ou non sur mon ordinateur portable. C'était stupide. Selon les protocoles, elle devrait être mise dans un sac scellé, déposée dans le coffre-fort des preuves et examinée par un expert du département de criminalistique informatique. Je le savais. Mais je ressentais une envie irrésistible et grandissante de la regarder quand même. Au début, j'ai mis cela sur le compte de la curiosité. Mais à mesure que cette envie prenait le dessus, j'ai senti qu'il s'agissait de quelque chose de plus. J'avais peur. Plus peur que ne pouvait l'expliquer l'étrangeté du corps ou la découverte de la clé USB. Et pour une raison quelconque, j'avais le sentiment intuitif que regarder ce qu'elle contenait était la clé pour comprendre pourquoi. Désolé pour le jeu de mots. J'ai donc branché la clé USB à mon ordinateur portable, en lançant un logiciel antivirus avant d'ouvrir le seul dossier qui s'affichait. Il était apparemment sain, et le nom du dossier était tout à fait normal. Il s'appelait simplement « Song » ou « Chanson » en français. En cliquant sur le dossier, j'ai vu qu'il contenait 7 fichiers MP3 numérotés de 1 à 7, sans aucune autre description. J'ai baissé le volume des haut-parleurs de mon ordinateur portable à 15. J'ai sélectionné le premier fichier et j'ai appuyé sur lecture. Un faible bourdonnement résonnait dans la salle d'examen. Il ne provenait pas de mon ordinateur portable, ou si c'était le cas, il ne venait pas uniquement de là. Des ondes sonores sourdes faisaient vibrer l'air, comme un tonnerre lointain, et lorsque je regardais autour de moi, je vis les instruments près de la table d'examen bouger légèrement au rythme du bruit pulsatoire. Et pas de manière aléatoire. Ils sautillaient et roulaient tous dans la même direction. Loin du corps. Je me suis levé et je me suis dirigé vers le cadavre sur la table. D'une manière ou d'une autre, ce son provenait du corps. Comment était-ce possible ? J'ai imaginé quelqu'un enfonçant un petit caisson de basse dans la poitrine de l'homme, mais c'était absurde. Et même si quelqu'un l'avait fait, pourquoi cela s'activerait-il lorsque j'appuyais sur Play sur mon ordinateur portable qui n'était même pas connecté au Bluetooth ? Je jetai un coup d'œil à mon ordinateur au moment où le lecteur passait au 2e fichier. Le bourdonnement avait soudain disparu, remplacé par le son aigu et doux d'un violon, ou quelque chose qui me rappelait un instrument à cordes. La pièce était maintenant plus calme, presque figée dans la transe délicate et cristalline de la mélodie sinueuse. Quelque chose de familier, de mélancolique et de terrible. Je sentis un frisson me parcourir alors qu'elle commençait à s'enrouler dans ma tête comme quelque chose de sombre et de venimeux. Grimaçant, je me suis approché du corps. Cette nouvelle musique venait également de là. Mais comment ? Il devait s'agir d'un haut-parleur caché, n'est-ce pas ? Je ne savais pas comment la musique pouvait être diffusée depuis mon ordinateur portable, mais c'était la seule explication logique. Je me suis penché et j'ai approché mon oreille du torse carbonisé et mutilé. Oui, cela provenait bien du corps,
mais je ne pouvais pas identifier un endroit précis. C'était presque comme si le cadavre tout entier était un diapason vibrant au rythme de cette horrible chanson. J'avais la nausée. Je devais l'éteindre. Je devais l'arrêter avant que cela ne s'empire. Je devais... C'est alors que j'ai entendu pour la première fois les nouveaux bruits provenant du corps. C'était d'abord un bruit humide, comme une succion, rythmée à sa manière, qui semblait suivre le tempo de la mélodie tranchante qui s'enfonçait dans mon cerveau, enfoui sous celle-ci ou entrelacé avec ses cordes. Je me suis levé et j'ai regardé le corps. Les organes que nous avions retirés, ils le repoussaient. J'ai titubé en arrière et j'ai couru vers la porte alors même que la musique changeait à nouveau. C'était maintenant une sorte de chœur, des voix chuchotantes et chantantes prononçant des phrases sifflantes que je ne comprenais pas, mais qui me donnaient quand même la chair de poule. Arrivé dans le couloir, j'ai regardé en arrière à travers la porte vers le corps, retenant mon souffle alors que ses membres brisés commençaient à se remettre en place. Je me suis détourné et j'ai couru dans le couloir vers notre bureau. S'il était toujours là, je l'attraperais. Sinon, je sortirais et monterais dans ma voiture. J'appellerai les flics de là-bas. Le couloir a vacillé lorsque j'ai tourné au coin. Le bruit était toujours là, il était partout. Et alors qu'il passait d'un murmure chantant à un tintement de clochettes métalliques, j'ai senti mon estomac se nouer et mes membres s'alourdir. Je devais atteindre le bureau. Je pourrais verrouiller la porte, et même si mon patron n'était pas là, je pourrais appeler à l'aide. Le médecin légiste principal était allongé sur le sol devant la porte du bureau, inconscient, son corps tremblant dans une sorte de petite crise qui faisait écho au tintement des clochettes. Tombant à genoux, j'ai senti mes propres membres se contracter alors que je rampais vers la porte. Si seulement je pouvais entrer, si seulement je pouvais réussir à entrer. Et puis, tout est devenu noir. Quand je me suis réveillé, mon téléphone indiquait qu'environ 10 minutes s'étaient écoulées. En me relevant, j'ai vu que j'avais presque atteint la porte et l'homme inconscient qui se trouvait à côté. J'ai vérifié son pouls et sa respiration, et les deux étaient normaux. Il était inconscient mais stable, et alors que je composais le 911, j'ai réalisé que la musique s'était arrêtée. Tout était calme. Ils ont dit que les secours seraient là dans moins de 5 minutes, et ma première pensée a été de rester avec le médecin légiste en chef jusqu'à leur arrivée. Mais ensuite, ce que j'ai vu dans la salle d'examen m'est revenu à l'esprit. J'avais dû l'imaginer, ce corps qui se recomposait. Ce n'était pas possible. La musique avait une sorte d'effet hallucinatoire, je pense. C'était peut-être un truc militaire secret, qui sait. Mais les cadavres ne se régénèrent pas tout seuls. Et je devais remettre de l'ordre dans mes idées avant que les flics n'arrivent et que je commence à dire n'importe quoi. Je me suis donc forcé à retourner dans la salle d'examen, le cœur battant à tout rompre, et j'ai poussé la porte. Je devais juste vérifier que le corps était toujours là, débrancher la clé USB de mon ordinateur, puis retourner sagement au bureau. Et là, évidemment, le corps avait disparu. Prenant une grande inspiration, j'ai regardé tout autour de la pièce, mais rien ne semblait avoir été déplacé. J'ai jeté un coup d'œil dans le couloir derrière moi, mais il n'y avait rien. Ma tête tournait. Je suis entré, j'ai traversé rapidement la pièce pour aller vers mon ordinateur, et j'ai tendu la main vers la clé USB quand j'ai vu le lecteur changer de chanson. En cours de lecture, 7.mp3. Et puis j'ai entendu ma propre voix résonner dans la pièce. Je travaille dans un bureau de médecin légiste dans une grande métropole des États-Unis. Veuillez excuser mon imprécision, mais je tiens à mon emploi et à ma sécurité. C'est d'ailleurs pour ma sécurité que j'enregistre mon récit des événements. Je ne sais pas quoi faire ni qui pourrait venir me chercher. Et j'espère que le fait d'avoir des preuves, même si ce n'est que ma parole pour l'instant, m'aidera à rester en vie. J'ai arraché la clé USB de l'ordinateur portable et je l'ai jetée dans le conteneur scellé que nous utilisons pour l'élimination des déchets biologiques dangereux. J'en avais fini avec tout ça. J'allais m'assurer que mon patron allait bien, puis je partirais. Il pourrait vérifier les caméras dans le couloir pour découvrir qui avait volé le corps ou comment il était sorti de là.
j'allais faire semblant de ne rien savoir. Oubliez cette putain de clé USB et cette putain de musique, le cadavre qui se régénère tout seul et ma voix prononçant des mots dont je ne me souvenais jamais avoir dit dans un enregistrement que je n'avais jamais fait. Tout s'est déroulé sans encombre. Les ambulanciers sont arrivés les premiers et le médecin légiste principal s'est réveillé dès qu'il a senti les selles, l'air confus mais sans plus. Il a tout de même fallu plusieurs heures avant que nous puissions partir, mais les policiers semblaient momentanément satisfaits que quelqu'un nous ait assommés et ait emporté le corps brûlé qui était arrivé ce soir-là. Il n'y avait pas de caméra dans la salle d'examen. Ils ne pouvaient donc pas savoir le reste à moins que je ne leur dise. D'autant plus que mon patron semblait se souvenir de peu de choses après que nous ayons reçu le corps. Il était bien après minuit lorsque je suis rentré chez moi, et après une longue douche, je me suis glissé dans mon lit sans grand espoir de pouvoir fermer l'œil. Éteindre la lumière m'aurait aidé, mais je n'en étais pas capable. Je me suis réveillé au bruit de quelque chose qui glissait sous mon lit. J'ai poussé un petit cri et j'ai vu mon reflet. Des touches de cheveux repoussant parmi d'autres plaques de cuir chevelu noires et rouges. Les yeux étaient injectés de sang et enfoncés, mais suffisamment guéris pour pouvoir me fixer clairement, alors que cet autre moi commençait à sourire. Un sourire brisé et sanglant, plein de nouvelles dents qui poussaient lentement à travers les gencives et les ruines brisées qui s'y trouvaient auparavant. Des pierres tombales d'un blanc pâle dans une terre rouge qui avait tourné. Criant plus fort, j'ai essayé de reculer, mais il était trop rapide et trop fort. Il s'est hissé sur le lit et m'a poussé vers le bas, enfonçant ses ongles gris dans mes joues alors que je me débattais et hurlais. Mon autre moi était complètement nu, mais il ne restait plus que des traces du feu, et au centre, je pouvais à peine distinguer le fantôme rose de mon incision quelques heures auparavant. Mon esprit vacille maintenant, en équilibre entre l'instinct de survie et le poids croissant de la folie, tandis que son poids sur moi expulse l'air de mes poumons. Au final, cela n'a pas d'importance. Cela me ressemble peut-être, mais c'est beaucoup plus fort. Et en quelques instants, je suis attaché au lit avec des draps et la chose fouille tranquillement dans mes vêtements avant de choisir quelque chose à porter. Quand la chose quitte la chambre, j'ai l'espoir que cela s'en ira et me laissera tranquille, mais non. La chose est dans l'autre pièce, et elle parle. Elle utilise ma voix. Elle répète les mots que j'ai entendus dans le 7e fichier, le fichier 7.mp3. Puis continue en racontant la nuit dernière et tout ce qui s'est passé, allant même jusqu'à évoquer ce qui se passe actuellement alors que je lutte pour me libérer. Il utilise mes pensées, mes mots, même si je ne les ai jamais prononcés à voix haute. Puis il s'arrête un instant et revient dans la chambre, avec un grand sourire. Il me sourit narquoisement, tandis que je me pisse dessus de peur et que je me mets à pleurer, le suppliant de me laisser partir. Au lieu de ça, il se contente à rire et recommence à raconter. Il dit à l'enregistreur, mon enregistreur que j'utilise pendant les autopsies, ce qui va se passer ensuite. Il m'emmènera dans les bois, où il creusera une tombe peu profonde. L'endroit se trouve près d'une vieille clôture à bétail, et il ne lui faudra que quelques minutes pour arracher une rangée de barbelés rouillés afin de m'envelopper dedans. Une partie de ma poitrine restera à l'abri du métal tranchant, car c'est là qu'il s'assiera pour m'attraper les joues et essayer de m'ouvrir la bouche. Quand je résiste, il ne perd pas une seconde. Il ramasse simplement une pierre et me casse les dents jusqu'à ce que je ne puisse plus me débattre. Il peut encore enfoncer la clé USB dans ma gorge jusqu'à ce que je l'avale. Puis il attendra un moment, me regardant pleurer, renifler et me chier dessus, tout en fredonnant au rythme de la douce musique d'une étoile invisible. La nuit est tombée lorsque je sens l'odeur de l'essence qu'il a siphonnée de mon camion. Elle est froide sur ma peau lorsqu'elle m'éclabousse, me faisant lutter et crier alors que je pensais ne plus avoir la force de me battre ni de crier. Je le supplierai à nouveau à la fin, l'esprit à moitié parti, essayant de lui expliquer que cela ne peut pas arriver. Il est mort, ce qui signifie qu'il ne peut pas être vivant. Et tout cela s'est déjà produit, ce qui signifie que cela ne peut pas se reproduire. Et il est moi, mais cela ne peut pas être vrai. Il ne peut pas y avoir deux comme nous, n'est-ce pas ? Quand il allume l'allumette dans la nuit de la forêt, son visage est terrible, entier et familier.
Sans les 2 derniers jours et l'expression cruelle sur son visage, je croirais que je me regarde dans un miroir. Je recule alors qu'il s'approche, et pas seulement à cause de la flamme. Il sourit, mais il y a une froideur qui est en quelque sorte pire que la chaleur ardente que je sais imminente. Tu as raison, tu sais. Je ressens un moment d'espoir incertain. Peut-être ai-je mal compris quelque chose, mais non. Je sais ce qui va se passer, car il me l'a déjà dit. Ligne après ligne, pensée après pensée, mot après mot, tout a été enregistré quelques heures plus tôt, pendant que j'écoutais. Malgré moi, je ne peux m'empêcher de répéter les phrases qu'il m'a dit que je dirais. À propos de quoi? Que tout cela ne peut pas être réel? Que tout cela n'est qu'un mauvais rêve? Il laisse échapper un petit rire. La flamme est maintenant au bout de ses doigts, mais il ne semble pas le remarquer ni s'en soucier. « Non, non, l'autre partie, » répond-il. Se penchant près de mon visage, il met le feu à ma joue tout en me chuchotant à l'oreille. « Il n'y en a qu'un seul parmi nous. » Interprétation de la ruse. Cette creepypasta repose sur le concept du double maudit et du cycle infini, où une entité ou une malédiction se transmet d'une personne à l'autre par un objet contaminé. Ici, une clé USB. Techniquement, la clé ne contient pas seulement des fichiers audio. Elle agit comme un vecteur de reproduction surnaturelle, capable de copier non pas des données, mais l'identité et le corps de celui qui l'utilise. Les sons qu'elle diffuse, les 7 fichiers MP3, servent de rituel d'activation, chaque piste provoquant une phase de transformation, réanimation du cadavre, régénération, duplication, puis substitution. Le médecin légiste devient donc la prochaine victime du cycle. En écoutant la clé, il déclenche sa propre disparition et laisse place à son double, qui recommencera la même scène avec un nouveau corps et une nouvelle clé USB. L'histoire exploite ainsi des thèmes de boucle temporelle, possession numérique et perte d'identité, tout en utilisant la logique scientifique du métier médico-légal pour ancrer l'horreur dans un réalisme glaçant.